Depuis plus de 25 ans, une silhouette hante nos écrans. Et elle est sur le point de revenir. Une ville tranquille, un téléphone qui sonne, une voix modifiée qui demande « Vous aimez les films qui font peur ? Quel est votre préféré ?» Et en quelques secondes, le jeu devient un piège mortel. Derrière ce masque à l'aspect fantomatique, rappelant le tableau d'Edward Munch, Le Cri, se cache toujours quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est précisément ce qui rend l'enquête très compliquée. Année après année, Ghostface renaît, change de visage, change de règles, mais poursuit un seul et même objectif, s'attaquer à vos pires vices. Lycée, université, plateau de cinéma, réseaux sociaux ou même en pleine rue, aucun endroit n'est épargné. Chaque meurtre cache une nouvelle obsession, que ce soit la vengeance, la célébrité, l'héritage, la violence gratuite. Et tout cela mis en scène tel un spectacle. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire complète d'une saga qui a redéfini l'horreur, où ta connaissance du cinéma de genre ne te sauvera pas. Pour nous faire peur, le film Scream, traduit et Hurlement, vient de sortir sur les écrans français. Il nous raconte l'histoire d'un tueur en série qui élimine justement les passionnés de films d'horreur. Stéphane Aumont nous affirme que c'est terrifiant et drôle à la fois. C'est ce qu'on va voir. Lorsque Scream sort en 1996, le cinéma épouvante-horreur est à bout de souffle. Les slashers des années 80 ont été surexploités jusqu'à l'épuisement. Vendredi 13 en est déjà à son 9e volet, Halloween compte 6 films, Freddy Krueger terrorise les écrans depuis 7 épisodes. Je t'ai manqué. Et il y aura même des crossovers entre eux. Les mêmes figures reviennent encore et encore, devenant peu à peu la caricature d'elles-mêmes. Le public continue d'aller en salle, et parfois même plus qu'avant, comme pour Halloween à en croire les chiffres au box-office mondial, mais une habitude lancinante s'est installée. Exactement ce que l'on a connu avec des sagas comme Saw. Chaque film fait des entrées, mais on en a tous marre. La peur n'est plus surprenante, il y a un manque de sang neuf, de second souffle, de renouveau. Et c'est précisément dans ce contexte-là que Scream débarque dans les salles obscures. Au lieu de tenter d'éviter les clichés liés au genre, le film les place justement au cœur de son récit et en joue. Il nous plonge dans la petite ville américaine fictive de Woodsboro, en apparence paisible où rien ne semble pouvoir arriver. Jusqu'à ce qu'un tueur masqué vienne mettre un coup de pied dans la fourmilière et saccage la plénitude ambiante. Ici, la culture horror pop devient une arme. Il faut apprendre les règles du slasher. Surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire lyncher. En langage corps, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Car ça devient littéralement une question de vie ou de mort. Pour comprendre l'impact de Scream et tout ce qu'il déconstruit, il faut remonter bien avant la naissance de Ghostface, aux prémices du genre. À ma connaissance, le genre du slasher prend véritablement naissance en 1960 avec Psychose, lorsque Hitchcock introduit pour la première fois une horreur réaliste, brutale et ancrée dans le quotidien, posant ainsi les bases de tout le cinéma de tueurs modernes. Le mot vient du verbe to slash, signifiant en anglais taillader, lacérer, est utilisé pour désigner ces films où un tueur souvent masqué, agissant dans la pénombre ou, au visage dissimulé par la mise en scène, élimine ses victimes une par une, souvent piégées dans un endroit spécifique. Une maison, un camping, nos propres rêves. Et est armé d'une arme blanche caractéristique. Une tronçonneuse, une machette, un couteau. Très vite, les codes se mettent en place. Un meurtrier identifiable qui apparaît directement sur les affiches, celui qui fait peur, que l'on craint, mais aussi celui que l'on attend. Un groupe de jeunes en danger, souvent remplaçables et insupportables, tournant aux drogues, à l'alcool et au coït. Que l'on rêve de voir survivre, tout en prenant un malin plaisir à les voir mourir. Une violence graphique que l'on déteste adorer, comment va-t-il s'y prendre? Quel finisher va-t-il exercer? Il faut qu'il aille plus fort, plus loin pour satisfaire nos envies macabres refoulées. Et surtout, une survivante finale, la fameuse Final Girl, montrant la force féminine dans une société dictée par les hommes. Laurie Strode en est le parfait exemple dans Halloween, ou encore Ellen Ripley dans Alien, bien qu'Alien ne soit pas un slasher. C'est celle qui affronte le mal et s'en sort vivante. La Final Girl est la mémoire du film, la conscience du danger et la réponse du genre horrifique à la violence qu'il met en scène. Elle reflète les peurs profondes de la société, sa vision de la jeunesse et de ses dangers, de la brutalité et surtout de la place de la femme face à ces menaces. We're coming off the bloodiest year in the history of New York. 1,784 homicides, and we're starting off the new year with at least 10 murders in the city today. Dans
les années 70 et 80, l'Amérique traverse une période d'angoisse sociale. La hausse de la criminalité, l'arrivée des premiers tueurs en série reconnus, Charles Manson, Ed Kemper, Ted Bundy, John Wayne Gacy pour les plus mis en avant, la peur des inconnus, la méfiance envers la banlieue autrefois perçue comme sûre. Les adolescents commencent à sortir seuls, à faire la fête, à s'émanciper et le cinéma d'horreur transforme cette fougue et cette nouvelle liberté en danger mortel. Il montre que survivre n'est pas une question de chance, mais de lucidité, de courage et de capacité à affronter ce que les autres refusent de voir. Mais ces règles ne sont pas apparues d'un coup, elles se sont construites lentement, film après film. Le concept de Scream est brillant et ludique. Il montre une génération nourrie par la violence à l'écran qui consomme l'horreur comme un divertissement permanent, au point de brouiller les pistes entre réalité et fiction. Le personnage de Gail Weathers illustre la balance entre les deux. Une journaliste prête à tout pour l'exclusivité, comme s'infiltrer sur les scènes de crime sans autorisation, stalker les victimes, provoquer la police, manipuler les témoins et raviver les traumatismes pour obtenir une meilleure histoire à raconter. Chaque meurtre devient immédiatement une affaire médiatique, filmée quasiment en direct, comme si la mort n'était plus un drame intime, mais un événement public à consommer. On pourrait mettre ça en parallèle avec les chaînes américaines KTC, ABC7 Los Angeles ou encore KCBS TV, née en 1990, qui suivent des courses-poursuites en direct d'un hélicoptère. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé que ce soit de l'anticipation du film, mais non, ça existait déjà avant. La presse participe activement à créer le mythe de Ghostface, à amplifier la peur et à transformer Sidney en personnage de feuilleton tragique malgré elle. Le film critique déjà ce besoin constant de sensationnalisme, plus c'est choquant, plus ça fait vendre, amenant carrément le tueur à se mettre en scène, à soigner ses entraits, à jouer avec ses victimes et à disparaître telle une ombre sans être repéré. Vous voyez, c'est comme la majorité des youtubeurs qui prennent une posture, une voix ou une image différente de ce qu'ils sont réellement. Lorsque la caméra tourne et qu'on se sait observer, on devient alors quelqu'un d'autre. On se met en scène. Le tueur n'est donc pas une force surnaturelle ou un monstre indestructible revenu d'entre les morts, c'est un adolescent banal, frustré, jaloux, obsédé par les films, quelqu'un de réel, quelqu'un de proche. Et c'est précisément ce réalisme qui rendait l'horreur plus dérangeante que jamais lors de la sortie. Le film démonte aussi le mythe de la banlieue américaine parfaite. Petit point sur la banlieue car ça fait déjà 2 fois que je la nomme, la banlieue américaine c'est l'inverse de la nôtre. Elle est située en dehors des villes et est souvent aisée. C'est typiquement les quartiers qu'on en aperçoit dans les films et séries type Desperate Housewives, avec des maisons identiques, avec de beaux jardins bien tendus, des piscines, etc. Derrière ces belles maisons, les fêtes entre amis et les sourires rassurants, se cachent des secrets de famille, des traumatismes, de la colère refoulée, ou tout simplement de la folie. La menace ne vient pas de l'extérieur, mais elle naît directement au cœur même de la communauté. Et au centre de tout cela se tient Sidney Prescott, une héroïne qui brise les codes du slasher. Elle n'est pas simplement une victime décérébrée, sexualisée qui fuit en criant, elle affronte son passé, son traumatisme, le meurtre de sa mère 1 an plus tôt, et refuse d'être enfermée dans le rôle de la fille fragile, de la Scream Queen. Va te faire voir, taré! Aucun lien avec Scream, c'est un terme désignant une actrice incarnant des stéréotypes de la jeune femme apeurée et constamment en train de hurler durant la majorité du film. On en tire sa source de l'actrice Fay Wray en 1933 dans King Kong, puis de Janet Leigh dans Psychose en 1960. À l'époque, le comportement de Sidney est une véritable révolution dans le cinéma d'horreur. Scream remet l'intelligence au centre de la peur, il force le spectateur à réfléchir à ce qu'il regarde et pourquoi il aime ça, et à ce que cette fascination pour le meurtre lui dit. L'assassin trouve toujours un bon prétexte pour refroidir sa fiancée. Et c'est ça la beauté du geste, la simplicité. Parce que quand ça devient trop compliqué, le public décroche. Quand les personnages parlent de films d'horreur, ils décrivent ce que le public attend. Les clichés, les règles, les mécaniques, et le film les exécute à la lettre sous nos yeux. On se surprend alors à anticiper les meurtres comme les tueurs eux-mêmes, ce qui crée à l'époque un malaise nouveau, car on contribue indirectement à leur exécution. Et c'est là que la critique sociale prend tout son sens. Le film suggère que la violence n'est plus seulement subie, elle est consommée, analysée, adorée. Les tueurs sont eux-mêmes des fans de cinéma et reproduisent ce qu'ils ont vu à l'écran, bouclant alors la boucle avec le spectateur. L'horreur devient un langage culturel, le miroir de notre société, ancré dans toujours plus de violence, devenant presque un loisir. Les clés, nom de Dieu! Où sont les clés? Avec Scream 2 en 1997, la saga change de lieu en quittant la petite ville de Woodsboro pour le campus universitaire de Windsor, offrant son lot de nouveautés baignées dans un monde plus vaste, plus médiatisé et surtout plus exposé au regard du public, suivant alors l'évolution de ses protagonistes, dans lequel Sidney étudie l'art dramatique. Comme si l'horreur ne restait plus dans le réconfort et l'intimité de la banlieue, ce cocon où les nouveaux bacheliers ont tous leurs souvenirs d'enfance, ceux qui rassurent, bien qu'ils aient tous volé en éclats suite aux événements du premier opus. D'ailleurs, ces événements ont été adaptés en long métrage fictif appelé Stab. Donc dans l'univers de Scream, les tueurs
tueries s'étant déroulées à Woodsboro ont déjà été adaptées et sont devenues un film à succès. Comme en vrai lorsqu'on fait des films et séries sur des événements dramatiques plus ou moins anciens, ainsi qu'un best-seller avec notre Gail Weathers nationale qui a écrit un livre. Elle est désormais célèbre, invitée dans les médias, suivie elle-même par les caméras, faisant une nouvelle mise en abîme, la stalkeuse stalkée. Elle assume pleinement ce nouveau statut, mais cette réussite a un prix. Elle a contribué à faire de la tragédie un produit culturel, tout comme Stab, le film fictif, exactement ce que Scream 2 critique. Ce n'est qu'une perpétuelle mise en abîme. Sur le campus, lorsque les tueries reprennent, elle recommence à courir après le scoop, persuadée que la vérité de l'information passe avant tout bon sens moral. Mais le personnage connaît tout de même une évolution. Elle culpabilise et prend conscience progressivement que la médiatisation alimente le cycle de la violence. Gail est tiraillée entre sa recherche de reconnaissance professionnelle et son humanité qui refait surface, alors qu'elle devient elle-même impliquée dans ce tourbillon de violence, coincée entre sa carrière et le drame auquel elle vient de réchapper. Dès la scène d'ouverture dans un cinéma bondé où les spectateurs portent des masques de Ghostface, comme s'ils assistaient à une fête, le film propose son idée centrale. La violence est désormais un spectacle collectif, un divertissement où la peur se consomme en groupe, dans le bruit et l'excitation. D'ailleurs, lors de la diffusion de Stab dans le film, l'équipe de tournage a demandé aux figurants d'en faire des caisses, en exagérant leurs réactions, jusqu'à surjouer pour mettre en évidence le grand spectacle tel un blockbuster durant une avant-première. Et mettre en avant la célébration de la violence, c'est une mise en abîme, encore une fois, parfaite. Là où le premier film parlait des règles de l'horreur dans le cinéma transférées dans la vraie vie, le second s'attaque directement aux principes de suite et d'adaptation hollywoodienne. Plus de morts, plus de sang, plus d'intensité, et montrant une société qui exige toujours une surenchère et la glorifie. Imaginez juste que vous surviviez à une tragédie ayant coûté la vie à tous vos proches, changeant à tout jamais le cours de votre existence et de votre santé mentale. Adapté seulement 2 ans plus tard au cinéma, sans votre consentement, et voir le public déguisé comme le monstre qui a bien failli intenter à votre vie acclamer celui-ci. Les meurtres ne sont plus qu'une tragédie, ils deviennent un événement médiatique inspirant des films dans l'univers même de l'histoire, brouillant volontairement la frontière entre réalité et fiction encore plus que dans le premier opus. Stab, c'est Scream dans Scream. On pourrait dire Screamception. Sidney devient alors une figure publique, presque une célébrité, forcée de revivre son cauchemar sous les yeux du monde entier, comme si son drame appartenait désormais au public. Scream 2 dit alors quelque chose de très fort sur la société des années 90. La violence ne choque plus vraiment, elle se consomme, se recycle, se transforme en franchise, exactement comme Hollywood transforme chaque succès, ensuite toujours plus spectaculaire. Sous-entendu, Scream 2 lui-même, l'horreur n'est plus seulement ce qui tue, c'est ce qui divertit. D'ailleurs, la réalité a rattrapé la fiction avec le scénario qui a dû être modifié en urgence après de multiples fuites sur internet. Preuve que Scream anticipait déjà l'ère des leaks et des spoilers, monnaie courante de nos jours, ainsi que la culture numérique arrivée avec les PC dans beaucoup de foyers, apportant les médias en ligne accessibles à tout moment, par tous, et la circulation ultra rapide de l'information via le buzz. Une culture où tout devient contenu, partage, échange et spectacle. Il voulait totalement choquer les spectateurs en tuant Sidney, la final girl du précédent opus, pour bouleverser toutes les certitudes à l'encontre des clichés du genre. Mais ils ont abandonné l'idée pour ne pas briser totalement la figure emblématique de la saga, servant de fil rouge. Dans Scream 3, en 2000, la saga va encore plus loin, déplaçant cette fois-ci son intrigue directement au cœur d'Hollywood. Stab n'est plus seulement un film à succès, mais le traitement d'une souffrance devenue une véritable industrie. Les événements se déroulent maintenant sur les plateaux de tournage de Stab, au milieu des décors qui recréaient la maison de Woodsboro, comme si l'histoire de Sidney était reconstruite à l'infini pour être filmée, adaptée, rejouée et consommée, encore et encore, jusqu'à faire disparaître presque totalement la frontière entre la réalité et la fiction. Son parcours ne lui appartient plus, elle n'en a plus les droits. Sa propre vie lui échappe et son traumatisme est à présent figé dans l'histoire et sur pellicule. Le film critique ouvertement la machine hollywoodienne qui recycle tout ce qui fonctionne, l'obsession des suites et des franchises, et cette capacité à transformer des drames humains en scénarios rentables nourris par le sensationnalisme, au point que même la mort devient un spectacle en coulisses. Ça me fait penser à la parodie de Scary Movie qui reprend les scènes du ciné dans Scream 2. Tout le public se met à slasher directement la femme qui parle très fort durant la séance et prennent littéralement part au massacre en direct, et nous, en tant que spectateurs, on en rigole. Sidney n'est plus seulement poursuivi par un ou plusieurs tueurs, mais par une narration qui lui échappe complètement. Son histoire est devenue une franchise, ses douleurs ont été scénarisées, simplifiées, déformées pour correspondre au code du divertissement. Hollywood ne cherche plus la vérité, mais ce qui se vend le mieux. En ce sens, le film montre comment l'industrie ne se contente pas de recycler la souffrance, elle la réécrit, l'aseptise ou l'exagère pour la rendre consommable, transformant une tragédie réelle en référence culturelle populaire.
Gail est désormais intégrée au monde d'Hollywood, entourée de producteurs, d'acteurs et de plateaux de tournage. Elle prend conscience de ce que tout ce cirque médiatique a réellement produit, contrairement aux précédents opus où elle courait après l'exclusivité. Gail se retrouve cette fois face aux conséquences concrètes de cette machinerie, observant comment l'histoire de Sidney est exploitée sans aucun respect pour la réalité humaine derrière le scénario. C'est cocasse quand on sait ce qu'elle a fait subir elle-même à celle qu'elle plaint à présent. Progressivement, son regard change. Elle devient plus protectrice, plus empathique et surtout plus critique envers les médias et Hollywood. Comme quoi parfois les gens changent une fois confrontés aux difficultés de la vie. Ghostface agit directement comme un produit d'Hollywood. Il utilise la mise en scène, les décors, la technologie comme un réalisateur. C'est avec ça. Qu'est-ce que c'est? Il a nos voix de oui. Il devient presque un metteur en scène macabre, prouvant que la violence a totalement intégré les codes du spectacle. Mais Scream 3 va plus loin qu'une simple satire du cinéma. Il évoque aussi les rapports de pouvoir, la manipulation et les abus cachés derrière les projecteurs, suggérant que sous le glamour se dissimulent des systèmes toxiques et certains contrôlent les récits pendant que d'autres en subissent les conséquences. Tiens, et si on parlait de Weinstein? Non, on va éviter. L'actrice Carrie Fisher, la princesse Leia dans Star Wars, Ça alors? Vous êtes... Non. Mais vous lui ressemblez? Comme des gouttes d'eau. fait une apparition en tant qu'assistante de production, racontant qu'elle a raté un rôle parce qu'elle ne voulait pas coucher avec le producteur. J'ai failli être la princesse Leia. Je suis passée à ça du rôle. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Celle qui a couché avec George Lucas. Ce qui est une référence directe et très courageuse à l'époque aux abus de pouvoir à Hollywood bien avant le mouvement #MeToo. Scream 3 dénonçait déjà de manière détournée ces pratiques 20 ans avant qu'elles ne soient publiquement exposées. Je tiens le coup, je fais de mon mieux. Je ne me suis pas farci ce porc de Milton afin d'avoir un grand rôle pour crever ici avec des vedettes de deuxième ordre comme vous deux. En somme, là où Scream 2 dénonçait une violence devenue divertissement, Scream 3 révèle une violence devenue business, produite, exploitée et vendue par une industrie avide. Il aurait dû être bien plus sombre, avec une intrigue autour des fans de Stab, suite au film donnant son thème au deuxième volet, devenant des tueurs en série, une idée très proche de ce que notre société du true crime est devenue aujourd'hui. Et par ailleurs, les producteurs ont dit qu'il y avait 3 versions différentes du script pour pas que la fin aboutisse sur internet. Mais après la fusillade de Columbine en 1999, où 2 jeunes étudiants ont pris la vie de 12 élèves et un professeur, regardez Bowling for Columbine de Michael Moore qui retrace la tragédie. Le studio est totalement paniqué par rapport à la représentation des jeunes influencés par la violence médiatique. Le scénario a donc été largement adouci, avec plus d'humour et moins de noirceur. Dans cette suite, Sidney s'est volontairement isolée du monde vivant sous une fausse identité, travaillant loin de toute exposition médiatique. Ce choix n'est pas anodin, il montre l'impact psychologique réel des violences qu'elle a subies. Elle ne cherche plus seulement à survivre à Ghostface, elle tente d'échapper à un système mania du spectaculaire. C'est pourquoi Scream 3 est encore plus fort symboliquement, pendant qu'Hollywood reconstruit le décor de son passé au cinéma, Sidney essaie, elle, de se reconstruire en dehors du cirque médiatique. Vivre avec Internet, c'est le thème des 2 jours de prévention mis en place par le service jeunesse sur les dangers d'Internet et les réseaux sociaux. 2011, les réseaux sociaux sont en pleine explosion. Facebook, YouTube, bien avant TikTok et les stories, les reels et les lives redéfinissent déjà notre manière de consommer le réel. Scream 4 capte ce moment charnière et montre une génération qui ne vit plus les événements pour ce qu'ils sont, mais pour la manière dont ils seront exposés, relayés et discutés publiquement, comme si chaque instant devait devenir une vitrine numérique. Les personnages de ce film sans cesse transforment les meurtres en contenus viraux et réagissent moins à l'horreur qu'à son potentiel médiatique. Ça ne vous rappelle rien ? La célébrité n'est plus liée au talent ou à l'accomplissement, mais à l'intensité du choc émotionnel. Plus c'est extrême, plus c'est viral. Le film annonce ainsi une logique devenue normale sur les plateformes modernes, où la viralité passe avant l'empathie, où l'indignation et le voyeurisme alimentent la popularité, et où la tragédie se transforme en spectacle monétisable. Il anticipe notre époque du true crime omniprésent. On adore tous les threads d'horreur. Des drames filmés en direct, encore il y a peu à Crans-Montana en Suisse, où plein de jeunes filmaient au lieu d'aider, ou encore pire, de fuir. Et de la notoriété instantanée née du scandale. Mais Scream 4 ne parle pas seulement d'internet, il décrit une mutation profonde de notre rapport au réel, où exister devient de plus en plus à être vu. Là on peut dire que c'est de l'anticipation. C'est fort. De retour à Woodsboro, loin des studios hollywoodiens, la saga opère à la fois un retour aux sources et un virage furieusement moderne et en avance sur son temps, multipliant les fausses scènes d'ouverture et les mises en abîme pour illustrer un monde saturé d'images où la réalité elle-même ressemble déjà à une vidéo virale. J'aurais envie de faire le parallèle avec The Ring, mettant en scène cette malédiction qui se transmet par l'image, comme une incantation qui te tue en 7 jours, sauf si tu refiles la cassette à quelqu'un d'autre pour lui refourguer la terrible fatalité. Ou encore It Follows, qui se transmet elle par l'acte sexuel. Ou encore plus récemment dans Smile, avec une transmission par le suicide.
Sydney est devenue alors figure de résilience, presque un symbole vivant de ce que signifie confronter la mort et continuer à exister derrière. Elle revient là où tout a commencé pour promouvoir un livre de développement personnel, non pas pour raconter ce qu'elle a subi, mais pour expliquer comment se reconstruire après un traumatisme, ce qui contraste avec la Gen YZ obsédée par l'exposition médiatique de la violence. Dès qu'elle se pointait quelque part, les gens mouraient. Tout le monde, sauf elle. Elle s'en sortait toujours. Stab, c'est vraiment pas le bon titre pour elle. Destination finale, ça correspondrait plus. À présent, je peux m'identifier totalement aux événements car j'avais l'âge des protagonistes au moment de la sortie. Là où les adolescents de 2011 se filment en 480p, cherchent le buzz et courent après la célébrité éphémère, Sydney représente l'inverse. Le silence, la guérison, le bien-être et le refus de laisser l'horreur définir sa vie. Je ne lui en veux pas, tout ça c'est du passé. Je suis restée victime trop longtemps, c'était à moi de réinventer ma vie. Symboliquement, elle incarne l'ancienne époque du slasher, où simplement survivre était l'unique objectif. Confrontée à cette nouvelle ère où exister publiquement est plus important que de rester en vie. Tous ces gens qui filment toutes sortes de situations dangereuses ou inhumaines pour ensuite les publier sans aucune vergogne, sans penser aux répercussions pour les victimes et bafouant totalement le droit à l'image. Mais ça, c'est encore un autre débat. Elle ne cherche plus la reconnaissance, ni même la vengeance, mais la paix intérieure, ce qui rend son retour encore plus puissant lorsque Ghostface la force à replonger dans le cauchemar. Merde. Ok, ceci est une scène de crime, bouclez le périmètre. Son calme, sa lucidité et son refus de jouer le jeu de son bourreau montrent à quel point elle a évolué. Elle ne fuit plus, elle affronte, mais sans jamais mettre sur un piédestal la violence. Gale Weathers, elle, traverse une forme de déclassement médiatique et social. Autrefois reine de l'information sensationnelle, elle voit son journalisme progressivement dépassé par l'essor des images amateurs captées au cœur de l'événement. J'ai aucune idée de ce que je pourrais écrire. Là où la télévision était régie par des horaires fixes et contraignants, à présent il n'y a plus de filtre, plus de montage, aucune médiatisation. L'information devient désormais instantanée, brute, sans filtre. Plus besoin de journalistes pour retranscrire l'horreur, chacun peut la filmer et la diffuser en temps réel. Pour la première fois, Gale n'est plus en avance sur son époque. La presse traditionnelle est reléguée au second plan et celle qui incarnait le pouvoir se retrouve spectatrice d'un monde où chaque individu devient sa propre chaîne d'information. Mais cette perte de pouvoir s'accompagne d'une évolution morale. Là où elle exploitait autrefois les drames, elle semble désormais plus consciente de leurs conséquences humaines. Elle n'écrit plus pour choquer à tout prix, elle cherche du sens, de la vérité, presque une forme de réparation. Bon, elle a quand même du mal à ne plus être une pétasse, on va pas mâcher nos mots, mais c'est parce qu'il lui arrive personnellement des bricoles qu'elle évolue par la force des choses. Les personnages ne cherchent plus simplement à survivre, mais à inscrire leur histoire dans le regard collectif, quitte à provoquer la tragédie pour devenir quelqu'un. Là où les anciens films parlaient de franchise, Scream 4 parle de besoin d'attention comme nouvelle monnaie sociale. Les likes remplaçant la reconnaissance, la viralité remplace la vérité, et la souffrance devient un tremplin vers la visibilité. La violence n'est plus uniquement consommée et exploitée, elle devient une performance identitaire. Et c'est en cela que le film se révèle presque prophétique. Après la presse de Scream 1, le divertissement de Scream 2 et l'industrie hollywoodienne de Scream 3, Scream 4 expose l'évolution la plus inquiétante de toutes, toujours plus d'actualité de nos jours. La violence comme moyen d'exister. On s'en bat! « 11 années ont passé, et Scream entame un soft reboot en 2022 avec... Scream. Et non, ce n'est pas Scream 5. Et devinez quoi, c'est totalement voulu et en rapport direct avec la méta du film. C'est d'ailleurs appelé un requel, contraction de reboot et sequel, soit une suite camouflée pour rendre accessible le film aux nouvelles générations n'ayant pas visionné les premiers opus. La saga entre pleinement dans l'ère des reboots et de la nostalgie industrialisée par Hollywood, en s'attaquant à une nouvelle obsession culturelle, celle de l'héritage, la passation, des franchises ressuscitées et des fans qui veulent s'approprier des histoires qu'ils adorent. Pour moi, cette ère de reboot a déjà eu une phase vers la fin des années 2000 avec Halloween, Amityville, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, etc., qui sont tous de piètres versions de sagas cultes. Cette fois, la violence a dépassé le monde du spectacle, du business et des réseaux. Elle devient une tentative de rectifier, améliorer une saga, de la ramener à sa forme la plus pure et la plus appréciée. Plusieurs sagas ont connu des reboots qui prenaient en compte ou non certains des films déjà parus. Par exemple, il y a une nouvelle trilogie de Halloween de 2018, 2020 et 2022 qui est la suite du tout premier de 1978, 40 ans plus tard, squeezant totalement les 9 autres itérations, les considérant comme pas assez qualitatives. Le film met en scène une génération coincée dans l'ombre des massacres du passé, où chaque événement est comparé, analysé et jugé à travers le prisme du premier opus, comme on le fait aujourd'hui avec les licences mythiques du cinéma. Le film suggère ainsi que cette génération Z n'a jamais eu la possibilité de vivre ses propres histoires. Elle est emprisonnée dans la boucle d'un récit préétabli, constamment ramenée à une version idéalisée du passé. C'est pour ça que j'ai changé et que je suis devenue distante
est bizarre avec toi. La nostalgie est le pire des mensonges. Le « c'était mieux avant » n'est pas toujours réaliste. Notre mémoire est le meilleur des upscaling. On imagine en 4K 120 fps une image finalement en 480p. Rejouez à la PS1, vous verrez. Les nouvelles têtes d'affiche comme Tara et Sam ne luttent pas seulement contre Ghostface ou la personne derrière le masque, mais contre le poids de la saga sacralisée au rang de culte, à laquelle ils font désormais partie où toute nouveauté est jugée par rapport à l'original. Peut-être que tu es trop faible pour cette franchise. Révélant une société obsédée par la nostalgie, incapable de laisser mourir ses mythes et prête à les ressusciter. Pour le meilleur, et souvent pour le pire. Cette fois, il va vraiment falloir innover. Tu pourrais bien être le moins créatif de tous, non parce que sans rire, la même maison. Tu as oublié la première règle pour survivre dans un stab. Ne jamais répondre aux... Tu me saoules. Attends. Les tueurs n'ont plus la même source de motivation comme précédemment évoqué longuement, mais s'obstinent à recréer parfaitement les codes qui ont fait la renommée de la saga en tant que fan ultime autoproclamé. Et je ferai attention à bien toucher tous les organes que j'ai ratés la dernière fois. Révélant une frustration de par l'évolution de la saga, persuadé d'avoir la vérité absolue sur ce que devrait être un bon Scream. Exactement comme certaines communautés qui harcèlent les réalisateurs et les studios lorsque la vision de l'œuvre ne correspond pas totalement à leurs attentes. Les fans hardcore sont les pires des spectateurs, excepté pour le design de Sonic où là, heureusement qu'ils étaient là. Sidney est ici devenu une figure presque mythique, connue de la nouvelle génération telle qu'une référence, mais contrairement à ceux qui idéalisent le passé, Sidney ne revient pas pour entretenir la légende, mais pour empêcher que l'histoire se répète. Là où certains veulent préserver le mythe et l'incarner, elle cherche à briser le cycle. J'ai essayé de fuir moi aussi. Ça marche jamais, ça nous suit où qu'on aille. Sauf votre respect, c'est votre vie, pas la mienne. Oh, j'en suis pas si sûre. Qu'est-ce que vous attendez de moi à la fin? Je veux que tu nous aides à le tuer. Elle incarne alors la mémoire vivante qui refuse d'être exploitée, une sorte de conscience morale de la saga, rappelant sans cesse que derrière les références, les règles du genre et la nostalgie qui s'y rattachent, se cachent de vrais traumatismes. Gail, contrairement au nouveau personnage fasciné par la mythologie de Ghostface, connaît le coût de la perte humaine. Elle porte une forme de culpabilité, consciente d'avoir participé à transformer la violence en récit populaire au fil de la saga. Dans Scream 5, elle n'est plus motivée par la gloire ou l'exclusivité absolue, mais par une volonté de protéger, de comprendre et même de réparer. Alors qu'autrefois elle exploitait ces événements sans vergogne, elle cherche désormais à limiter les retombées négatives. Tara, la nouvelle Sidney, tout comme elle en tant qu'actrice, Jenna Ortega est la coqueluche de la nouvelle génération d'acteurs, tout comme Zendaya ou Timothée Chalamet. Donc mise en abîme encore une fois entre l'humaine qu'elle est dans la vraie vie et la place qu'elle tient dans la saga. Elle incarne une génération frappée de plein fouet par l'héritage de la saga. Grièvement blessée, dès l'ouverture, Tara survit, devenant le symbole du slasher moderne où la douleur ne disparaît plus à la fin du film, mais laisse des séquelles physiques et psychologiques durables. Vous savez, ces personnages tout sourire, beaucoup trop heureux d'avoir survécu, alors que l'entièreté de leurs proches sont morts quelques minutes ou heures avant. Contrairement aux victimes jetables des premiers films, son traumatisme traverse toute l'histoire, rappelant que la violence n'est plus seulement spectaculaire ou esthétisée, mais une expérience qui marque profondément dans la chair. Tara n'est ni une victime naïve, ni une Final Girl classique, mais une survivante fragile et résiliente à la fois. À travers elle, la saga bascule vers une vision plus réaliste et plus dure du trauma, en phase avec notre époque obsédée par les récits de survivants, la retranscription des drames, en film, en documentaire ou en série, et leurs conséquences psychologiques à long terme. Ce n'est pas un hasard si la première scène reprend celle du film original pour en détourner l'issue, modifiant complètement l'impact émotionnel et annonçant ce nouveau regard sur les événements subis. Scream 5 parle donc d'une culture nouvelle, même si le reboot a déjà eu son heure fin 2000, où le public ne se contente plus de consommer les histoires, il veut les contrôler, les réécrire, les posséder. Et devinez quoi? C'est exactement le principe d'un reboot. La violence devient alors une forme de manifeste, une manière radicale de relancer une franchise à sa façon en annulant de nombreuses suites considérées comme trop mauvaises pour figurer dans la timeline officielle. En parallèle, le film aborde la transmission du poids du traumatisme en montrant comment les descendants directs et proches des survivants du premier héritent d'un passé qu'ils n'ont pas souhaité, comme une malédiction narrative à laquelle il est impossible d'échapper. Là où Scream 4 montrait la quête de reconnaissance par les réseaux, Scream 5 montre la bataille autour de la mémoire culturelle sur qui a le droit ou s'octroie le droit de raconter l'histoire, de la faire évoluer ou de la figer dans une bulle de nostalgie. Ton tueur est obsédé par stab, d'accord? Alors, il y a certaines règles pour survivre dans un stab. Et nous voilà arrivés à Scream 6, qui bizarrement reprend sa place dans la saga de par son chiffre. Est-ce totalement voulu? Y a-t-il une signification métatextuelle? Eh bien oui. Le 6, replacé après le titre sans crier gare, rappelle que malgré les nouveaux personnages, les nouvelles règles et la passation à la nouvelle génération, on est toujours prisonnier de la même franchise, du même cycle de violence, du même héritage narratif. C'est une façon d'assumer que la nostalgie et les reboots ne font finalement que prolonger indéfiniment les sagas vieillissantes, au lieu de réellement les renouveler.
Petite subtilité, pour la première fois de la saga, le numéro n'apparaît plus en chiffres arabes mais en chiffres romains. Et il est directement incorporé dans le titre Scream, se confondant avec le V et le I combinés dans le M, comme une continuité de la saga. C'est le prolongement du soft reboot engagé en 2022, tout en se différenciant de la saga Prescream de 2022. Avec Scream 6, on déménage à New York, transformant le confinement d'une banlieue d'aspect paisible en métropole symbolisant un monde où le danger peut surgir partout, à tout moment, même au milieu d'une foule. Le film joue constamment sur cette mouvance actuelle qui est que même entouré de centaines de personnes, on peut tout de même mourir seul, sans intervention extérieure aucune. Et je rajouterais pour faire le parallèle avec Scream 4, qu'en plus cette foule reste spectatrice pour s'improviser diffuseur en filmant. Les attaques dans les lieux publics tels le métro, supérettes, rues bondées reflètent nos peurs contemporaines liées à l'insécurité urbaine, aux violences de masse et à l'impossibilité d'anticiper la menace. La peur devient alors quotidienne et permanente. Tout comme le traumatisme des survivants comme Sidney, qu'elle dompte au fur des épisodes, et Tara après les événements du 5. Les protagonistes acceptent leur sort telle une fatalité. En gros, ce qui s'est passé, c'est passé. Et il faut apprendre à vivre et à se reconstruire autour. On pourrait faire le parallèle avec notre angoisse profonde ou enfuie, certes, mais permanente suite aux attentats que notre pays a subis. Je me souviens lors de mon premier concert dans un zénith quelques mois après les événements du Bataclan, j'ai observé attentivement où se trouvaient les sorties de secours et si j'étais bien placé pour les atteindre rapidement. Et cette autre fois lors d'un festival près de Paris où nous avons subi un mouvement de foule anormal venant de l'arrière. On s'est regardé avec mon collègue de façon inquiète avec une sorte de fatalité dans le regard. Et je me suis directement dit « Ah merde, c'est notre tour ». D'ailleurs c'est dingue comme on était étrangement calme. Ghostface n'est plus seulement un individu à part entière, mais une présence abstraite, tel un fantôme. Bah tiens, ça tombe bien, c'est justement un masque de fantôme. Sidney n'apparaît pas dans le film. De base, c'est indifférent concernant son cachet qui l'a fait quitter la saga, mais ce malencontreux événement a poussé les scénaristes à intégrer cette absence dans la logique de la saga. Fort, y a pas à dire, c'est fort. Son arc est désormais achevé. Sidney a survécu, s'est reconstruite, et a finalement réussi à rompre le cycle de la violence qui l'a hantée depuis l'adolescence. Elle est parvenue à s'en libérer tandis que la nouvelle génération, elle, doit maintenant affronter seule le poids du traumatisme transmis. À travers cette absence, la saga fait émerger un message d'espoir rare dans le slasher. La violence n'est pas une fatalité sans fin, certains peuvent guérir, se relever et briser le cycle. Gale Weathers, toujours dans la course, se retrouve plus que jamais face aux conséquences de toute une carrière bâtie autour des événements de la saga. Devenue une star de l'information, elle a enfin atteint son but d'autrefois. Mais lorsque Ghostface l'attaque directement chez elle, on nous montre qu'elle n'est plus qu'une simple observatrice des faits, mais qu'elle en fait pleinement partie encore plus profondément que dans Scream 2. À travers elle, le film questionne la responsabilité des médias dans tout ce marasme et elle comprend désormais que chacun de ses livres, reportages et mises en scène a contribué à nourrir la mythologie de Ghostface. Son agression est littéralement le récit qui se retourne contre celle qui l'a façonné. Peu à peu, Gale devient une figure de conscience, incarnant un journalisme qui tente enfin de s'éloigner du sensationnalisme. La saga passe de la violence symbolique à une violence de plus en plus brutale et frontale. Les coups sont plus nombreux, les scènes plus longues, plus physiques, comme pour refléter une époque où le public se retrouve totalement désensibilisé et où il faut aller toujours plus loin dans l'horreur, faisant le parallèle avec Scream 2 qui dénonçait la surenchère hollywoodienne. La peur se transmet, se transforme en paranoïa, en hypervigilance, en méfiance permanente. Sam! Qui est-ce? Salut, Samantha. Au fil de ces différentes époques, la saga Scream fait bien plus que nous présenter des séries de meurtres au fil des épisodes. Elle a observé, disséqué et anticipé notre rapport à la violence. D'abord en déconstruisant les codes du slasher traditionnel et en dénonçant le sensationnalisme médiatique. Puis en transformant l'horreur en spectacle collectif divertissant dans Scream 2, avant d'exposer sa récupération industrielle de la moissonneuse-batteuse d'Hollywood avec Scream 3. Elle a ensuite prophétisé l'ère du buzz, des réseaux sociaux et de l'exposition permanente dans Scream 4, pour mieux analyser la nostalgie, les reboots et l'appropriation des mythes par les fans dans Scream 5e itération. Dans Scream 6, l'horreur devient omniprésente, publique, filmée et surtout permanente, à l'image de nos peurs latentes contemporaines. De la petite ville rassurante au campus universitaire jusqu'à la jungle urbaine déshumanisante, de la presse télévisuelle aux réseaux sociaux, du divertissement marketé au business de grande envergure, puis à l'héritage culturel. Scream raconte une seule et même évolution, celle d'une société qui ne se contente plus de subir la violence, mais qui la consomme, la partage, la recycle et parfois même la provoque. Derrière chaque masque de Ghostface, il n'y a pas seulement un meurtrier, il y a le miroir de notre époque, de nos obsessions, de notre voyeurisme, de notre besoin d'attention et de notre fascination pour la violence. Et dans le fond, c'est très certainement parce que Ghostface, c'est nous.